Ça va, vous êtes bien? Détendu? Ouais. Bon, allez, on va avancer en tout cas dans notre cheminement vers les étoiles et maintenant on va voir comment justement incarner véritablement cette raison d'être. Merci d'accueillir dans une autre atmosphère, vous allez voir une autre ambiance, notre troisième invité. Il s'appelle Mathias Layani, explorateur de nouvelles façons d'agir. Salut. Sois le bienvenu. Alors s'il y en a un véritablement qui incarne sa raison d'être, c'est bien toi. Tu es artiste, tu es violoniste et réalisateur et tu es le fondateur d'une coopérative qui s'appelle On passe à l'acte. C'est une coopérative qui favorise l'engagement de chacun pour justement un impact sociétal positif. Alors son ADN, vous allez voir, vous allez le ressentir, c'est l'action, c'est l'énergie et c'est le tout est possible. C'est parti pour 15 minutes d'exploration avec toi. Merci Laura. Plaisir. Il me manque un super bip, super créateur de mouvements sur mes slides. Merci. Oui, là, je vais parler avec vous de ceux qui ont suivi leur élan, ceux qui sont passés à l'acte de leur raison d'être. Et du coup, comment ça se fait que c'est moi qui en parle de ça, de incarner son élan? C'est parce que pendant 15 ans, depuis 15 ans, j'ai suivi mon élan. J'ai voulu m'intéresser à ces gens-là qui s'engagent pour incarner leur raison d'être, pour suivre leur élan et pour améliorer le monde éventuellement, inventer une nouvelle direction, passer à l'acte de leur aspiration. Ça fait 15 ans d'exploration de ces, je les appelle des pionniers, des nouvelles façons d'agir. Ça a donné 600 pionniers. Alors du coup, des rencontres extraordinaires, je vous laisse imaginer. 1000 vidéos qui sont sur le site On passe à l'acte. On passe à l'acte, c'est le média qu'on a produit, qu'on a créé avec ça. Ça a donné le film Artiste de la vie qui est sorti en 2019 au cinéma. Et puis, il y a une équipe, on est une équipe pour s'occuper de tout ça. On s'est tellement passionné pour ces questions. Imaginez rencontrer 600 pionniers du sens. Ça nous a donné un espoir de malade. Que des solutions qui jaillissent comme ça sans arrêt. On a eu envie d'appuyer le truc, d'y aller à fond. On a créé, ce que tu disais Laura, une coopérative autour de ces questions, de l'engagement, de faire émerger l'engagement, de booster les porteurs de projets, etc. Voilà. Pionnier, j'ai choisi 3 exemples pour ce soir. J'ai choisi Alexandre Gérard, Chronoflex, et j'ai choisi 3 exemples en fonction de la modalité de ce qu'ils vivaient et qui fait qu'ils ont pris une décision et que ça a donné un résultat. Alexandre, c'est... il a libéré son entreprise, il a fait un fonctionnement plus horizontal, plus de distribution des décisions, etc. Lui, son truc, c'était qu'en 2008, c'était tellement catastrophique qu'il a dû licencier énormément de monde. Et ça a été très dur pour lui. Ça a été un poids trop fort à supporter seul. Il a eu besoin de répartir la charge, de sentir que c'était une aventure plus collective. Il s'est senti, ça a dû être lourd en fait. Il y a beaucoup de gens qui témoignent de cette époque-là où c'était difficile à vivre. Il a pris cette décision de libérer son entreprise. Le résultat, c'est qu'en 2014, quand il y a eu une nouvelle crise pour son secteur, Chronoflex, c'est les tuyaux, les hydrauliques dans les machines de chantier. En 2014, c'était de nouveau dur. Eh bien, il y a eu 0 licenciement dans son entreprise parce qu'il y avait une agilité et une solidarité, ce dont tu parlais tout à l'heure, Romain, tellement forte que ça a tenu. Autre résultat, et en fait, il est parti 1 an en année sabbatique. Il a dit, bon, je vous laisse vous démerder, ça marche bien comme ça. Et ça a bien marché. Et puis, alors, je l'ai rencontré, il est super bien dans ses pompes. Voilà. Donc, c'est un premier exemple d'une modalité pour incarner ou suivre quelque chose ou changer. Bon. Deuxième exemple, c'est Richard Stallman. C'est une autre modalité.
C'est aussi peut-être un peu une souffrance, mais c'est autre chose, c'est dans les valeurs. Richard Stallman, c'est un ingénieur MIT dans les années du démarrage de l'informatique. Au moment où Windows commence à arriver, il est un des gars qui peut lire Windows et voir ce qu'il y a dedans. Et il le lit, et il voit que dedans, il y a plein de portes dérobées, des pièges pour les utilisateurs, qui fait qu'on peut capturer les données clandestinement, en secret, ou alors on peut carrément installer des virus. Bref, ça l'offense tellement. Il me le dit, il dit « J'ai eu mal à ma valeur liberté. J'ai eu l'impression qu'on allait capturer et piéger les utilisateurs pour le reste de l'histoire de l'humanité. Ça m'a fait trop mal, il fallait que j'intervienne. » Alors lui, il a décidé de trouver un antidote à ça. Et l'antidote qu'il a trouvé, il est juridique, alors que c'est un informaticien. Mais ça a été toute sa vie après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur son chemin, il y a aussi des fois des engagements qui sont énormes. C'est des vies entières. Aujourd'hui encore, il est à fond là-dedans, les logiciels libres, tout ça. L'antidote, c'était les licences libres GNU GPL. Ça a permis de faire l'open source, les logiciels libres. Ça a permis que 2000 développeurs fassent Linux, qui était le premier système d'exploitation libre, sans piégeage des utilisateurs. Apple s'est inspiré, a pris ce code libre pour faire OS X, Apple. Et c'était la libération des utilisateurs. C'était Richard Stallman. Il souffrait dans ses valeurs et il a pris une décision. Autre exemple, donc le premier c'était « Waouh, ça a été dur, je prends une décision. » Là, je souffre dans mes valeurs, je prends une décision. Un autre exemple, c'est Daniel Pérénic. Alors là, c'est... Daniel, il me dit j'étais ingénieur industrie, tout ça, international. Je rentrais à 11h, j'avais mes mails à faire. Et la nuit, j'étais tellement stressé que mon lit, il était trempé. Et il a pris la décision de faire complètement autre chose. Il est devenu entrepreneur. Il a créé Robin des Toits, une agence immobilière à Strasbourg, qui reverse une partie des commissions pour les mal logés. Et alors, lui, il y a deux choses. Il y a « Waouh, c'était trop dur » et j'avais envie qu'il y ait une conviction à moi qui est « On ne peut pas faire de l'immobilier sans s'intéresser aux mal logés ». Il a eu envie d'incarner cette conviction à lui. Voilà un troisième exemple. Alors, aujourd'hui, ils ont versé plus de 500 000 € pour des mal logés. De Strasbourg, ça s'est étendu en Bretagne, etc. Voilà un troisième et dernier exemple par rapport à ces pionniers dont on parle. Alors, après, il y a plein d'autres types de pionniers. Vandana Shiva qui s'occupe des semences paysannes. Jane Goodall qui a fait en sorte de prouver que les animaux utilisent des outils. Oui, il y a des tas de pionniers qu'on a pu interviewer sur d'autres registres que ceux que je vous ai amenés là ce soir. Vous pouvez les voir sur On passe à l'acte. Comment je peux faire une synthèse? C'est qu'est-ce que ces pionniers ont en commun? Ce que je peux en dire, c'est que justement, ils ont tous suivi leur élan. Vraiment. Ils me le disent quand je les interviewe, ils disent « Je me sens aligné », c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un alignement, ils disent « Je me sens aligné avec mes valeurs ». Ça me fait une espèce de flamme, comme un moteur de fusée dans le dos. Moi, je dis ça pour moi. J'ai l'impression d'avoir un moteur de fusée dans le dos, que j'ai de l'énergie, voilà, avec ça. Qui fait qu'ils n'abandonnent pas quand c'est difficile. Du coup, le projet, il persévère, ça se fait. Comme ça se fait, ça leur donne la patate. Voilà. Un point commun, c'est qu'ils ont un carburant en plus. Je crois que Mathieu Ricard en a parlé aussi. Le deuxième point commun, c'est que ce que je ressens, c'est qu'ils ont trouvé un équilibre entre un côté idéaliste, je rêve de quelque chose de meilleur ou d'un idéal, et avec le côté pragmatique, c'est-à-dire je fais avec le réel. Et ils sont vraiment dans cet équilibre. Ça peut être des gens très pragmatiques qui se disent « Allez, je fais une quête de sens ». Ou à l'inverse, des gens très idéalistes qui disent « Bon, allez, je me retrousse les manches et puis je vais le faire dans la matière ». Voilà. Ça, c'est les points communs que je constate. Et mon rapport d'étonnement avec eux, c'est que je croyais que ça venait que d'en haut, de faire bouger le monde et les choses, que c'était par les politiques nécessairement,
ou les grandes entreprises. Et j'ai vraiment percuté que la notion individuelle était ultra importante. Ça, c'est mon rapport d'étonnement à moi. Et l'interprétation que j'en fais, c'est qu'un être est en contact avec le vivant. Ça lui donne une sensibilité au vivant. Quand on additionne ça avec les valeurs, les convictions, ça crée des engagements qui favorisent des décisions éthiques. Et du coup, il n'y a que ces individus, il n'y a que en tant qu'individu qu'on peut prendre une décision éthique. Une organisation, elle n'est pas câblée pour prendre des décisions, elle est câblée pour fonctionner. C'est les individus à l'intérieur qui peuvent prendre des décisions éthiques. Donc, il y a une importance fondamentale avec l'aspect individuel. Voilà, ça c'est mon rapport d'étonnement. Pour terminer, c'est pas pour terminer, en fait, je démarre. J'ai 4 clés à vous livrer par rapport à ce que j'ai appris en contact avec ces pionniers. 4 clés pour incarner son élan, incarner sa raison d'être. La première, c'est donner la priorité à nos élans. Vous n'êtes pas surpris, hein? Une petite astuce pour ça, ce serait de régulièrement accorder juste une petite place pour ces élans, pour ce qui est vraiment important pour nous. Pourquoi pas une fois par an? Allez, je me prends 10 minutes pour ça. Puis surtout, une fois par trimestre. Qu'est-ce qui est vraiment important ce trimestre, qui est vraiment aligné avec moi, qui serait important que je fasse là, ce trimestre prochain? Pareil, chaque mois, allez, 5 minutes. Ce mois-ci, qu'est-ce qui est vraiment important que je fasse, qui est vraiment important pour moi? Et pourquoi pas toutes les semaines, tous les jours? Moi, avec mon équipe, on fait ça. Toutes les semaines, on dit, il y a 3 choses vraiment importantes, qu'est-ce qu'on considère que c'est? Et puis, je me le fais, moi, tous les ans aussi. Voilà, ça, c'était la première clé. La deuxième, c'est s'appuyer sur ce qu'on a de singulier. J'adore la citation. C'est Oscar Wilde. « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » J'adore. Elle est bien, non? J'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'adore. Alors, Jung. Alors, Freud, on est issu de la psychologie contemporaine. Du XXe siècle, c'est, waouh, il y a des pathologies, comment ça marche les pathologies? Névrose, psychose, tout ça, et puis on va étudier la psychologie humaine en fonction de ça. Et quand on n'est pas dans la pathologie, on est normal. D'accord? Ça a été l'approche freudienne. C'est comme ça, c'est de là qu'on sort. Jung a eu une autre approche. Il a dit, comment ça fait quand ça va super bien? Et à ce moment-là, il dit, si je me conforme et que je cherche à être normal, c'est ça qui ne va pas. Délire, hein? Et il a appelé ça la normose. Ça, c'est super délire aussi. La normose. Donc, incarner son élan, c'est carrément être jungien, romain, c'est sortir de la normose et être vraiment soi. Et de toute façon, les autres sont déjà pris. Ça, j'adore, voilà, je le redis. Qu'est-ce que j'ai noté après? Pourquoi pas, du coup, si on accepte ça, si on l'intègre, si on est fan de ça, pourquoi pas, à partir du moment où nous, on le vit, pourquoi pas le faire avec les équipes, avec les collaborateurs? Faire émerger ces singularités, ces spécificités, parce que justement, ça peut faire des alliés, ça peut faire équipe davantage, de savoir qu'on est différent, puis aussi savoir à quels endroits il y a des synchros. Voilà, ça c'était la deuxième clé, je crois, dont je voulais vous parler ce soir. Une troisième, démarrer même petit et imparfait. J'ai une anecdote avec un chirurgien africain qui s'appelle Georges Bouel, qui est une star. C'est une star parce que ce gars-là, aujourd'hui, il arrive à faire, je crois, 1700 interventions médicales par an dans un pays, gratuitement, avec des équipes, tout ça, dans un pays qui a vraiment besoin de ça. Et Georges, quand je l'ai interviewé, il dit « Je rêvais de faire un hôpital génial avec des trucs, et puis des scanners, des IRM et tout ça. » Et en fait, ça n'est jamais arrivé. Et il voyait les gens mourir autour de lui, alors qu'il était chirurgien.
Et il nous a raconté, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec mon scalpel, une table et du désinfectant. Et j'ai commencé à opérer. Le résultat, à la fin, il est super dingue. Mais il a accepté de commencer avec rien. Voilà, donc George Boyle, c'est un super exemple. Et puis, j'adore ces citations-là, si vous avez envie de les lire. Goethe et Rostand, j'aime bien. Ça me fait penser aussi à quelqu'un qui me disait... ou des porteurs de projets qui viennent nous voir et qui disent « J'aimerais que mon projet il soit écologique, et puis que, en même temps que la gouvernance, elle soit super, et puis qu'il soit open source, et puis inclusif, et puis social. » Et en fait, on voudrait régler tous les problèmes et être irréprochable. Et tant qu'on ne fait pas ça, on n'y va pas. Du coup, c'est vraiment une clé de se dire... même si ça ne règle pas tous les problèmes, au contraire, justement, si je me focalise que je suis moi-même, j'ai juste, à cet endroit-là, je peux y aller. Ça, c'est la troisième clé. Quatrième clé, c'est utiliser notre pouvoir d'agir. Pourquoi je dis ça ? Parce que on voit plein de porteurs de projets et qui disent « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent ». Tiens, qui c'est qui se dit « j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent pour faire les trucs bien ». Ouais, oui. Et quand même, ça vaut le coup d'observer la question 2 secondes. Entre il y a un siècle et maintenant, on travaillait 70 heures par jour, par semaine. Et jusqu'à 35 en moyenne aujourd'hui. Alors, je ne dis pas pour les dirigeants, c'est plus, je sais. Mais c'est quand même... intéressant de conscientiser que c'était vachement plus de travail avant. Première chose. Deuxième chose, c'est les données de l'ONU de 2012, c'est le Monde Village. Je ne sais pas si vous avez entendu ces chiffres-là, mais quand je suis quelqu'un qui est parti au moins une fois en vacances dans ma vie, quand je vais régulièrement au cinéma, quand j'ai un toit sur la tête, quand j'ai fait des études supérieures, ne serait-ce qu'une année, et que... on est d'accord, c'est nous là ? Et ça, c'est les 1% les plus privilégiés matériellement de la planète. Nous. Du coup, de dire j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, si c'est pas nous qui fonctionnons autrement avec nos moyens et notre temps, qui passera à l'acte de ces élans et de ces raisons d'être si c'est pas nous ? Ça, c'était la quatrième clé, utiliser notre pouvoir d'agir. J'ai fini, on va se voir à la toute fin, vous allez voir. J'ai fini, si jamais ces histoires d'impact sociétal vous intéressent, si vous voulez nous rejoindre, on est une coopérative en SIC, ça veut dire qu'on agrège plusieurs acteurs. Autour de ces questions, de faire émerger l'engagement. Si tout ça, ça vous intéresse, c'est on passe à l'acte cop-cop.fr. Merci, à tout à l'heure. Mathias Layani. Merci. Je t'invite à venir nous rejoindre. On va prendre le temps d'avoir quelques questions dans la salle. J'espère que vous avez laissé des questions déjà à nos intervenants. Donc, écoutez, les questions devraient arriver en principe. Est-ce que vous avez bien utilisé votre application ? Pas de questions ? Est-ce que le secret, c'est de faire confiance aux personnes qui nous entourent, de faire confiance à la vie ? Jolie question, ça. Pour toi, je pense. Ah, c'est pour moi. Oui. Je crois qu'on vous l'a dit un peu tous les deux à notre façon. La première chose, c'est effectivement de faire confiance aux élans qui nous traversent. La difficulté de faire confiance aux élans qui nous traversent, c'est que la plupart du temps, on ne les entend pas. La plupart du temps, on est en train d'utiliser cette partie supérieure de notre corps, vous voyez ce que c'est, et surtout le cortex, là, c'est-à-dire qu'on mouline, on est dans les idées, on est dans notre rythme de fou, on est dans le faire. Donc je crois que vraiment le premier équilibre, c'est de se dire comment je peux rééquilibrer l'être et le faire. Si j'ai aucun moment de rencontre avec moi-même, que ce soit des moments de quelques minutes, que ce soit différentes pratiques méditatives, du sport, de marcher en nature, je ne pourrais pas entendre ces élans-là. C'est dans ces moments qu'on est traversé, en fait. C'est dans ces moments qu'on peut effectivement revenir à soi. Et la deuxième chose, confiance à la vie, oui.
La foi, Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la foi. C'est vraiment, pour moi, en tout cas dans mon expérience, puis après je l'ai rencontré chez d'autres, c'est vraiment presque un renversement copernicien. C'était un renversement de mon rapport à la vie. Moi, ma vie, ça avait été de dire finalement, bon entrepreneur, j'étais bien cortiqué, j'étais bien équipé, je fais ce que je veux, hein. Qui veut peut, vous connaissez cette maxime-là, c'est-à-dire finalement un rapport à la vie qui consiste un petit peu à tordre les choses à ma main, à tordre un peu la réalité. C'est épuisant de faire ça. C'est épuisant. Donc il y a tout un mouvement qui consiste, quand on est en paix avec soi, quand on a mis l'ego de côté, il y a tout un mouvement qui consiste à se dire, mais je vais plutôt collaborer avec la vie. Si la vie m'envoie quelque chose, si elle m'envoie une épreuve, ça veut dire qu'il y a quelque chose à entendre. Si à un moment donné, je suis dans la tristesse, si à un moment donné, je perds de l'énergie, ça veut dire que peut-être je me suis dévié de qui je suis vraiment. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose ici, vous voyez, qui vient heurter aussi notre conception occidentale des choses, notre conception très individualiste. Dans les traditions orientales, vous allez avoir quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la vie, c'est un courant. Hein. Et donc sur ce courant, c'est un grand fleuve, et ce grand fleuve, il traverse de grands courants, et donc si je suis avec ma petite barque, mon existence, est-ce que c'est pas un peu illusoire de dire je vais aller directement, exactement là, sur le point de la berge? Est-ce que c'est pas plus doux, plus simple de faire avec les courants, et même parfois de lâcher les rames pour voir où la vie nous emmène? C'est une déprogrammation finalement. Hein. C'est une bonne partie de déprogrammation de nos scénarios de vie, de nos scénarios de réussite, qui souvent sont les scénarios de l'ego, et l'ego n'amène pas de joie, l'ego n'amène pas d'accomplissement. Autre question dans la salle, si vous en avez, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. N'est-ce pas une forte pression de demander à chacun de trouver du sens à son travail? Ouais, d'autant qu'il y a vraiment plein de modalités et plein de secteurs et de façons de le faire. Moi, j'ai une super mamie qui est notre record d'interviews sur On passe à l'acte. Elle, son truc, c'est de partir faire l'humanitaire, certes, mais en revenant, c'est d'habiter avec des jeunes étudiants et puis, de partir à pied, donc j'étais obligé de l'interviewer une 3e fois, partir à pied, rendre visite à sa famille, faire 120 km à 82 ans à pied. Ça peut être partir faire 120 km à pied pour soi, ça peut être inventer une activité, ça peut être avoir juste une idée et la partager éventuellement pour que d'autres s'en saisissent pour plus tard. Ça peut être aider d'autres. Donc non, pas de pression. C'est quoi la question ? N'est-ce pas une forte pression extraordinaire. N'est-ce pas une forte pression de demander à chacun de trouver du sens? Mais t'as répondu. Ouais, il y a tellement de façons de le faire. Oui. Allez, on prend une dernière question. Il nous reste 1 minute. Comment trouver le courage d'oser? C'est merveilleux ça. Comment trouver le courage d'oser? 2 beaux mots, courage et oser. Les deux quand on est dirigeant et entrepreneur. Quand même. Moi, j'ai envie vraiment de vous dire une chose. On est des êtres humains qui avons la conscience de notre finitude. Hein. On est une espèce quand même particulière. On est au monde et on sait que ça va se finir. Quel merveilleux cadeau, non pas de la mort, hein, d'avoir cette conscience-là. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce que j'ai vu vraiment comme énergie de vie, hein, quand on parle d'élan, c'est un élan de vie. Donc le courage d'oser, c'est aussi de se dire que finalement, il y a quelque chose qui peut s'arrêter assez vite. Il y a ces travaux de cette femme, ce livre que je vous invite à lire, qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». C'est une femme qui s'appelle Bronnie Ware, qui a fait 25 ans en soins palliatifs et qui liste les regrets qui revenaient le plus fréquemment. J'ai failli vous le lire. Un des regrets, mais je suis que ça allait plomber l'ambiance. mais pas forcément. Mais il y a quelque chose qui est vraiment de se dire comment est-ce que je peux vivre maintenant mes rêves, pas demain, pas faire des paris comme ça. Quand vous vous confrontez à ça, à votre finitude, quand vous vous dites mais j'ai envie vraiment de vivre ces choses-là, à ce moment-là, l'ordre des priorités redevient beaucoup plus clair. Ça donne un courage dingue. Et après, n'oubliez pas, courage, ça vient de cœur et agir. Donc c'est agir à partir du cœur. Quand on agit à partir du cœur, l'intellect, le mental, souvent, il décroche un peu. Hein, tout ce qu'il nous disait, là, c'est pas possible, etc. C'est pas maintenant, c'est pour plus tard. Ça devient plus facile. Merci. Merci à tous les deux. Moi, je voudrais dire un truc avec ça. C'est que je ne comprends pas la question. Parce que moi, je poserais comment trouver le courage de ne pas oser. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais mal avant d'avoir osé. Et c'est depuis que j'ai osé que je suis bien. Ouais, c'est une jolie philosophie. Merci à tous les deux, s'il vous plaît.
Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour eux deux.